va démarrer donc ce webinaire. Donc bienvenue à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire qui va être donc dédié à la prise en charge systémique et phytothérapie clinique et plus particulièrement à la présentation de l'endobiogénie et de l'enseignement de physiologie intégrative et de phytothérapie clinique. Alors, pour démarrer, moi, je suis Maïa Mongondry, j'ai le plaisir de diriger l'Institut d'endobiogénie de médecine préventive et intégrative avec tout un collectif de professionnels de santé, de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes derrière moi. Et donc, je vais avoir le plaisir de co-animer ce webinaire avec le docteur Jean-Christophe Charrier, donc, qui est médecin généraliste à La Rochelle, et le docteur Reda Bounab, qui est chirurgien dentiste à Toulouse. Donc déjà, je nous excuse par avance du fait qu'on soit sur 3 sites différents et donc il y aura des fois peut-être des petits calages en termes de passage d'écran et de passage de micro. Alors, comment va se passer ce webinaire? On va s'entretenir pendant à peu près 1 heure et on va avoir une présentation qui va se dérouler en 3 temps. Un premier temps qui sera consacré sur 5 minutes à peu près à la présentation de l'Institut d'endobiogénie. Puis je passerai la parole donc au docteur Reda Bounab et Jean-Christophe Charrier qui vous présenteront l'endobiogénie et notre enseignement de physiologie intégrative et phytothérapie clinique. Et puis il y aura donc un 3e temps dédié aux questions-réponses. Donc on va s'accorder à peu près 1 demi-heure justement pour pouvoir avoir le temps de convenablement répondre à l'ensemble de vos questions, je l'espère. Donc sur ce plan-là justement, en termes de questions, je vous invite à poser vos questions par écrit dans la rubrique questions plutôt que dans la rubrique chat. Ce sera plus facile pour nous de répondre sur ce volet-là. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit au fil de la présentation et donc nous y répondrons sur la dernière demi-heure. Si par ailleurs on n'avait pas le temps de répondre à la totalité des questions sur cette dernière demi-heure, on essaiera d'y répondre par écrit avec un mail de suivi qui vous sera adressé à l'issue du webinaire. Donc on est assez nombreux en ligne, du coup les micros sont coupés et vous pourrez par contre revisionner en podcast le webinaire à l'issue de la présentation également qui vous sera adressé par un mail de suivi. Alors, en termes de présentation de l'Institut, qu'est-ce que c'est que l'Institut d'endobiogénie? Donc, l'Institut, c'est une association, loi 1901, qui a été créée par un collectif de médecins, de pharmaciens, de chirurgiens dentistes, donc de professionnels de santé, et par un collectif de patients qui avaient tous à cœur de pouvoir promouvoir et développer une vision plus intégrée et personnalisée de la médecine que l'on appelle l'endobiogénie. Alors l'endobiogénie, on est sur un webinaire qui est dédié à ce sujet. Je vais juste un petit peu planter le décor. C'est une approche qui a été développée par le docteur Christian Durafour il y a une 40aine d'années maintenant. Le docteur Reda Bounab aura l'occasion d'y revenir dans sa présentation. Et cette approche holistique prend en compte la fonctionnalité physiologique d'un patient dans son unicité et sa globalité. Donc on est sur une médecine vraiment personnalisée qui part de la notion de terrain et qui va considérer l'ensemble des relations interdynamiques des différents systèmes qui constituent un individu. C'est une approche qui est pratiquée par des professionnels de santé assermentés, donc encore une fois, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des sages-femmes, des chirurgiens dentistes. On est vraiment dans le cadre d'une approche médicale qui fait partie de la référence, qui s'inscrit dans le système de référence médicale. Elle s'appuie sur les données de la physiologie et de la biologie intégrative. Et puis, elle va utiliser comme principal outil thérapeutique la plante médicinale et les autres produits d'extraction naturelle. En termes de mission, l'Institut d'endobiogénie va avoir 2 missions principales aujourd'hui. La première, c'est d'augmenter le nombre de professionnels de santé qui pratiquent cette approche intégrative de la médecine. Donc, ça va se traduire par l'organisation de conférences, de réunions d'information, de sensibilisation, de webinaires comme on fait actuellement.
L'essentiel de notre activité porte sur le développement de la formation à l'endobiogénie. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir en fin de présentation. On a des formations qui sont déclinées pour plusieurs types et plusieurs cibles de public, dont les médecins, les pharmaciens qui sont directement intéressés par le thème aujourd'hui. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir également, les ostéopathes, les professions paramédicales, les chirurgiens dentistes. Et notre rôle, ce n'est pas simplement de former, c'est également d'accompagner l'installation, de permettre un passage du secteur 1 au secteur 3, d'aider à la levée des freins juridiques liés à cette installation, de mettre en place également du tutorat. Et puis, la deuxième grande mission de l'Institut, c'est le pendant de la partie professionnelle avec les professionnels de santé, c'est sur la partie patient. Notre fonction, c'est également de développer l'éducation à la santé sous l'angle de l'approche endobiogénique, puisque dans l'endobiogénie, la responsabilisation du patient dans la prise en charge de sa santé est quelque chose d'essentiel pour la réussite du traitement et du projet thérapeutique. Donc, dans le cadre de cette éducation à la santé, on met en place, là encore, de la sensibilisation, des conférences, des articles santé que je vous invite à découvrir sur le site internet de l'Institut sur www.iempi.fr dans la partie actualité. Ce sont aussi des ateliers culinaires, des ateliers sur les plantes, sur la fabrication du kéfir et également des salons et des expositions. Voilà, donc j'en termine pour la première partie sur l'Institut. Je vais passer la parole au docteur Reda Bounab et je vais lui passer également la main sur l'écran. L'objectif principal de ce webinaire est, comme l'a dit Maya, de vous faire découvrir l'approche clinique préventive et individualisée que nous pratiquons et enseignons et qui s'appelle l'endobiogénie. Donc cette pratique répond à des grands principes et se déroule selon une démarche diagnostique dont l'attitude thérapeutique découle. Donc ça va être un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est de suivre ce plan pour répondre à ces objectifs. Alors nous commencerons pour ceci par définir un petit peu ce que c'est que l'approche préventive, qu'est-ce qu'on entend par ce terme en médecine. Puis nous définirons ce qu'est l'endobiogénie, concept basé sur la physiologie. Nous en déduirons donc, comme je l'ai dit précédemment, la démarche diagnostique et l'attitude thérapeutique. Alors, qu'attend-on de la prévention en médecine? Eh bien, d'une part, repérer la maladie avant qu'elle ne se manifeste pour éviter qu'elle se manifeste. On veut aussi réduire les facteurs de risque pour éviter son apparition. Cela passe aussi par éliminer les facteurs aggravant une pathologie ou stimuler les facteurs protecteurs. Voilà un petit peu le concept. Alors, c'est l'idée que défendait déjà Hippocrate 400 ans déjà avant notre ère, à savoir chercher à prévenir les pathologies avant de chercher à les guérir. Pour cela, son credo était d'intervenir le moins possible afin de ne pas nuire au patient, le fameux primum non nocere, mais de l'accompagner dans une résolution de sa maladie, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'intervenir quand c'était nécessaire. Alors, les objectifs de la prévention peuvent donc être résumés selon un gradient de priorité, avec en socle, anticiper la maladie pour éviter l'apparition des déséquilibres, ce qu'on appelle les déséquilibres inducteurs de la maladie. Puis stimuler les moyens de réparation une fois la maladie exprimée. Pardon, j'ai oublié une partie. Oui. Soutenir les moyens d'adaptation, puis stimuler les moyens de réparation, et enfin, aider à maintenir son équilibre dans le temps. Alors cet équilibre du milieu intérieur que constitue un organisme, appelé homéostasie, je pense que vous connaissez tous le terme, c'est Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, qui en parle le mieux au XVIIIe siècle. Il le définit comme la capacité globale d'un système à maintenir tout un ensemble de facteurs pour assurer son équilibre. Dans les années 50, Hans Selye, s'inspirant des travaux de Claude Bernard, entre autres, va plus loin. Il définit ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation, comme étant
le principe selon lequel tout organisme vivant peut répondre à un stress quel qu'il soit et de façon stéréotypée. Selon lui, la plupart des maladies découleraient des défaillances de cette réponse. Alors, si on essaye de schématiser cette réponse, qu'on appelle la réponse adaptative, on peut le représenter de cette façon. On part d'un état d'équilibre, qui est l'état de santé, et qui, en présence d'une agression, va provoquer l'organisme. Alors, l'organisme, il va réagir par de la congestion, de l'inflammation, il va mobiliser ses ressources énergétiques et immunitaires, sous le contrôle régulateur de systèmes qui sont surtout le système neurovégétatif et endocrinien. Et c'est en fonction de la qualité de cette réponse, qui est schématisée ici par une étoile, donc la qualité de réponse par rapport à l'agression, il y aura un retour à l'état d'équilibre, ou alors l'installation d'un déséquilibre très critique qui finira par s'exprimer en maladie. Je vous laisse quelques instants pour bien fixer ce schéma, parce qu'en fait, c'est le schéma qui est fondamental pour comprendre l'approche en endobiogénie. Alors, comme je le disais, c'est cette notion qui est au cœur du concept d'endobiogénie. Maya nous a tout à l'heure introduit le docteur Durafour, qui donc a développé cette approche déjà dans les années 80. Endobiogénie, ça veut dire quoi? En fait, il s'agit tout simplement d'un néologisme pour exprimer l'idée d'organisation du milieu intérieur en biologie, endobiogénie. Il s'agit donc d'une approche globale qui étudie l'ensemble des relations des systèmes et des fonctions biologiques qui constituent un individu, géré par le système endocrinien, assisté par le neurovégétatif. Alors là, il est important de retenir que le mot relation, c'est vraiment la relation des systèmes entre eux et la relation des fonctions entre elles qui vraiment définit l'approche en ce qui concerne les interactions entre ces différents systèmes. Le système neurovégétatif, on vient d'en parler, se compose de deux sous-systèmes. Le parasympathique, vous le connaissez tous, et l'orthosympathique. Ce dernier est lui-même subdivisé en fibres alpha et bêta qui ont des finalités différentes. Alors le para, c'est quoi? Le para, c'est le tonus de base. C'est lui qui produit les sécrétions. L'alpha, quant à lui, va concentrer ces sécrétions et le bêta, les excréter. Concernant le système endocrinien, il se définit par 4 axes qui sont les axes corticotropes, gonadotropes, thyréotropes et somatotropes. Chaque axe va présenter des finalités différentes avec des hormones particulières dont les chefs de file sont représentés là. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais on peut dire que grosso modo, le cortisol va représenter l'axe corticotrope, les hormones sexuelles vont concerner plutôt l'axe gonadotrope, les hormones thyroïdiennes, bien sûr, l'axe thyréotrope, et l'insuline et le glucagon au niveau de l'axe somatotrope. Alors, comme je le disais, ils ont ces axes des finalités différentes. S'agissant de l'axe corticotrope, il a pour fonction la mobilisation et la répartition du matériel biologique. L'axe gonadotrope, lui, est l'axe plutôt anabolique, responsable du métabolisme protéique. L'axe thyréotrope va être majoritairement l'axe catabolique, responsable de la production de l'énergie de fond, et l'axe somatotrope est l'axe qui termine la structure et fait les réserves. Je vais passer le relais à Jean-Christophe qui va nous parler de la démarche diagnostique. Merci Reda pour ce démarrage. Dans l'approche endobiogénique, vous allez être en tant que praticien amené à faire une démarche diagnostique, puis ensuite à poser un projet thérapeutique. Cette démarche diagnostique va vous inciter à aller rechercher des signes, des symptômes et de classer
très rapidement dans votre tête pendant votre consultation ces différentes informations pour les organiser en fonction du système qui les concerne, que ce soit le système neurovégétatif ou le système endocrinien. Vous allez ainsi déduire les déséquilibres inducteurs de la pathologie et avancer dans votre réflexion. Donc cette démarche diagnostique en endobiogénie vous incite à faire beaucoup d'observations et le premier temps de votre consultation se passera dès l'ouverture de la porte de la salle d'attente. Vous allez déjà, dès cet instant, observer votre patient, voir comment il se comporte. Et cette observation, elle va durer tout le temps de votre consultation jusqu'au moment où vous allez quitter des yeux votre patient. Donc même après la rédaction et le fait d'avoir expliqué votre ordonnance, vous continuerez à observer car vous aurez certainement des informations supplémentaires qu'il sera parfois utile de noter pour la consultation suivante. Votre consultation, bien sûr, va prendre un temps qui est l'interrogatoire médical. Alors cet interrogatoire, il est assez particulier, il revient totalement à ce que vous avez pu apprendre à l'université, mais vous allez avoir une interprétation de cet interrogatoire, non pas de façon seulement analytique, mais vous allez aussi chercher dans les informations de l'histoire de vie de ce patient, dans les modalités des choses qu'il va vous exprimer, des données qui vont s'intégrer dans la réflexion endobiogénique et dans le classement des différents axes concernés par rapport à ce qui est dit par le patient. Ensuite, en endobiogénie, nous accordons un temps majeur à l'examen clinique. Nous allons rechercher donc les signes sémiologiques. Il faut déshabiller vos patients, il faut palper vos patients, il faut les observer là encore. Il faut parler à votre patient pendant l'examen pour voir sa réactivité. Tout ça, c'est un exercice qui se pratique avec beaucoup d'échanges avec le patient qui doit être impliqué dans sa prise en charge. Cet examen clinique recherchera les signes classiques que vous avez pu apprendre et puis des signes classiques qui sont parfois oubliés ou qu'on ne vous a même pas appris et qui apportent une multitude d'informations sur la compréhension de pourquoi cet organisme-là est arrivé à cette situation-là à l'instant où vous l'examinez. Cet examen clinique sera parfois complété par un examen complémentaire qui s'intègre totalement dans l'approche endobiogénique. Et dans l'examen complémentaire, vous avez principalement la biologie, qui est un examen que nous avons tous accès en tant que médecins. Et cette biologie, vous apprendrez aussi à aborder une lecture qui est plus intégrative et qui vous apportera des informations supplémentaires. Par exemple, dans cette démarche diagnostique en endobiogénie, vous pourrez évaluer différents critères qui vont regrouper des signes et des symptômes selon déjà la nature des sécrétions que va présenter votre patient, et c'est assez facile à déterminer, selon également ses capacités motrices et sa vivacité à la réactivité physique motrice. Vous aurez également d'autres critères en fonction du morphotype, qui est assez caricatural sur ce petit schéma, mais qui parle bien, mais aussi en fonction du comportement de votre patient et ce comportement que vous allez visualiser, mais aussi qu'il va vous raconter ou que son conjoint, qui parfois assiste à la consultation, pourra exprimer, vous déterminera. Donc, comme nous l'a montré Reda tout à l'heure, le système neurovégétatif est important. Il va également être accompagné du système endocrinien dans votre réflexion et tous les signes que vous avez été collectés à droite, à gauche dans votre interrogatoire et dans votre examen clinique et dans votre biologie, vous allez les répartir entre ce qui appartient à ces différents systèmes, ce qui va vous permettre d'avancer dans votre réflexion. Par exemple, quelqu'un qui a un parasympathique fort, c'est quelqu'un qui va avoir un bon tonus
de base. Le tonus de base, c'est le fait de ne pas être une limace à plat sur le sol, c'est vraiment d'être tonique et présent. Ce système parasympathique étant très impliqué, il concerne un seul nerf, qui est le nerf vague, vous le savez. Il est très impliqué dans l'innervation du système digestif, par exemple, et c'est le système qui est là pour récupérer l'énergie dans le milieu extérieur et l'intégrer dans votre organisme pour lui permettre de bien fonctionner. C'est un système de repos, mais il va conditionner déjà la dynamique neurovégétative, et donc en fonction du niveau du parasympathique, vous aurez en face la réponse du système orthosympathique qui, comme vous le savez, est constitué de l'alpha sympathique qui est la mise en tension de votre organisme, c'est donc un système d'alerte, et enfin l'expression de cet orthosympathisme avec le bêta sympathique qui va être la réalisation de toute cette dynamique neurovégétative et qui est donc un système de combat ou de mouvement en réponse à une stimulation. Ainsi, le système parasympathique sera surtout sollicité pendant la nuit et en particulier dans la période d'endormissement. Il va être sollicité pendant et après le repas puisque c'est l'innervation principale du système digestif et des glandes qui sont associées. C'est un système de construction donc, qui va être très sollicité dans la petite enfance et dont la puissance va décroître petit à petit au fur et à mesure de votre propre croissance. Et puis, à la fin de la vie, vous êtes dans des dynamiques de restauration qui se passent de moins en moins bien. C'est bien pour ça que nous vieillissons. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a également une relance également du parasympathique de fond pour entretenir cette dynamique de restauration. Concernant l'alpha sympathique, lui, il va surtout être prédominant pour la journée et en particulier dans la dynamique d'éveil. Donc, tous ces moments qui sont l'endormissement et l'éveil sont des moments très importants dans le carrefour neurovégétatif. Et déjà là, vous avez une multitude de sémiologies à récupérer qui vous montrent vraiment la dynamique de fonctionnement de votre patient. Ce système parasympathique va être effectivement très actif pendant la période de jeûne et également pendant toutes les dynamiques adaptatives et entre autres sur les variations climatiques, sur la chaleur et sur le froid. Par exemple, si on prend l'exemple des sécrétions, le système neurovégétatif vous apporte tout un tas d'informations. Ce volume des sécrétions, il peut être augmenté et c'est grâce au parasympathique qu'il va être augmenté et ces sécrétions peuvent être de qualité fluide et c'est effectivement le parasympathique qui va donner la fluidité à ces sécrétions. Par contre, ces sécrétions vont être diminuées en volume par l'action de l'alpha sympathique et elles vont s'épaissir dans leur structure aussi par l'effet de cet alpha sympathique, excusez-moi. Et enfin, ces sécrétions, une fois produites, il faut qu'elles soient évacuées, excrétées, et c'est l'action du bêta sympathique qui va rendre cette excrétion plus ou moins facile. Pour poursuivre sur cet exemple, voyons par exemple que le parasympathique a une action sur les sécrétions pour les rendre très abondantes, très fluides. En fait, c'est le cathare, là, quand vous êtes enrhumé et que ça coule de partout, c'est votre parasympathique qui s'exprime de façon forte. À l'opposé, vous avez votre alpha sympathique qui, lui, va concentrer ces sécrétions et donc elles deviennent rares. Vous avez des patients qui ont la langue qui colle au palais. Vous allez même parfois aller jusqu'à cette petite salive blanche qui se trouve collée à la commissure des lèvres qu'on voit chez certains de nos patients ou chez certains d'entre vous. Nous avons également dans cette approche endocrinienne, on l'a vu tout à l'heure, l'exemple des morphotypes. Donc là, on a une image caricaturale qu'on vous a choisie parce qu'elle est très didactique. Et ce profil un peu néandertalien qu'on peut voir chez certaines personnes est en fait un morphotype très lié à l'axe corticotrope. Donc on comprend très bien quand on sait que c'est l'axe de l'adaptation et de la survie de l'instant à chaque instant, l'axe corticotrope. On comprend très bien pourquoi l'hominidé est passé par ce morphotype-là. Nous avons évolué, chacun avec des morphotypes différents, mais on peut garder des traces de cette structure-là. Et la surrénale va dessiner en fait notre corps en fonction de cela.
On ne va pas rentrer dans tout le détail qui est sur cette diapo, hein, que vous connaissez, mais c'est vraiment un exemple caricatural, on va dire, du morphotype. Après, vous allez pouvoir analyser le comportement, et l'axe thyréotrope est très impliqué dans le comportement, surtout par ses hormones hautes. Donc, par exemple, une personnalité comme sur votre gauche avec une TRH qui est prédominante et avec un bêta sympathique qui est élevé, parce que si les deux ne sont pas associés, on n'a pas ça. Mais vous aurez une personnalité un peu comme cette femme avec une chevelure très dense et qui est très généreuse, mais qui est également capable d'être dans la colère, dans l'impulsivité. C'est la Castafiore, quoi. Hein. C'est vraiment la personne avec une forte TRH et un bêta très élevé. À l'opposé de ça, vous avez des personnalités qui vont être plus sur une prédominance de la TSH. Et là, on va obtenir des personnalités beaucoup plus dociles, qui vont s'aider facilement. En fait, ce sont des personnes qui ont des difficultés adaptatives et qui courent facilement l'échine pour faire passer la vague. Donc, c'est de super employés et les patrons cherchent beaucoup des personnes à TSH prédominante. Voilà, quelques exemples que nous venons de vous citer et qui vous montrent qu'en fait, l'approche clinique en endobiogénie est extrêmement riche. Et toutes ces données, eh bien, vous allez les associer entre elles et voir ce qui permet de déterminer s'il y a des points forts ou des points de faiblesse dans certains systèmes, et en particulier répartir très facilement et très rapidement votre approche de tous ces signes sur le niveau neurovégétatif. Ça, c'est assez facile à apprendre. Et puis après, aussi classer différents signes sur ces axes endocriniens que vous connaissez bien, mais c'est déjà un peu plus complexe. Vous remarquerez quand vous avez mis deux axes de couleur rouge et puis deux axes de couleur vert, c'est que en fait les axes de couleur rouge sont prédominants dans le catabolisme et les axes de couleur vert prédominants dans le système anabolique. Et vous remarquerez quand vous les avez mis dans un ordre, vous prendrez bien le temps de lire ça, cet ordre est vraiment fondamental dans l'approche endobiogénique du fonctionnement de l'organisme. Une fois que vous avez intégré toutes ces données, vous allez pouvoir poser votre diagnostic de terrain endobiogénique et visualiser l'état dans l'instant de votre patient dans sa dynamique endobiogénique, mais vous aurez également des signes de structure qui vont vous permettre de voir ce qui a été figé dans la structure de votre patient et qui ne bougera pas ou qui bougera peu et qui conditionne l'expression de l'instant présent. Alors tout ça, c'est important parce que vous êtes médecin, vous êtes praticien de santé qui veulent que leur patient aille mieux et le patient vient avec une demande. Ce qui est important pour vous, c'est de répondre à cette demande, mais c'est aussi d'être déjà dans la prévention et il ne suffit pas de vouloir supprimer un signe qui crée une difficulté. Il s'agit de surtout comprendre pourquoi le patient est arrivé à ce signe-là, à cette souffrance-là. Et toute cette approche que nous avons en endobiogénie vous permet certes de soigner vos patients et de les amener dans un état de bonne santé, mais surtout d'évaluer des risques qui sont prédominants dans leur mode de fonctionnement et d'éviter à votre patient d'aller vers la pathologie. Donc, une fois que vous avez fait votre diagnostic endobiogénique, il va vous falloir mettre en place un projet thérapeutique. C'est quand même ce qui est fondamental pour votre patient. Il doit repartir avec ce projet-là. Ce projet, il est complexe. Il va impliquer votre patient dans sa démarche de soins et cela nécessite effectivement beaucoup d'éducation dans cette approche-là. Il faut que le patient soit vraiment preneur du projet et soit dans l'acceptation de ce projet pour aller beaucoup plus loin parce qu'il s'agit de modifier souvent sa dynamique de vie. Votre traitement se fera en 4 étapes ou 4 niveaux que vous aurez sur la même ordonnance ou sur les mêmes dynamiques de consigne. Le premier niveau, il est principalement symptomatique. Votre patient, il vient avec une fragilité, avec une souffrance. Et il convient de soigner cette souffrance. Si vous ne soignez pas cette souffrance, ben déjà, le patient ne reviendra pas en général, donc ce qui est un peu dommage. Mais surtout, si vous ne la soignez pas, vous aurez du mal à faire accepter à votre patient de rentrer dans le projet de soins. Donc, il vous faudra un traitement symptomatique. Mais si vous vous cantonnez à ce seul traitement symptomatique, ce qui est malheureusement ce qu'on apprend classiquement, vous allez régler le problème en surface, mais vous n'allez pas régler la dynamique qui a généré ce problème. Il est donc fondamental, dès le premier traitement et dès la première approche, de mettre également en place un traitement de drainage. Cette notion de drainage, on vous l'expliquera de façon très approfondie, mais elle consiste à détoxiner votre organisme et à libérer les différents émonctoires
des blocages qu'il peut avoir par rapport à une sursaturation de certains systèmes. Bien sûr, comme vous l'avez compris, vous avez abordé une approche au niveau du neurovégétatif. Vous avez vu des points qui sont forts, trop forts. Vous avez vu des points qui sont faibles, trop faibles. Eh bien, vous allez mettre en place une stratégie qui va essayer d'équilibrer cette dynamique et d'optimiser la fonctionnalité de votre patient au niveau neurovégétatif. Et il en est de même au niveau endocrinien. Là, ça devient plus complexe. Et cette approche endocrinienne dans votre traitement va se faire au démarrage en douceur, mais très progressivement, vous viendrez à l'aise avec toute cette dynamique et vous mettrez en place vraiment un traitement complet dans une prise en charge endobiogénique. Ben, pour mettre en place un traitement, il vous faut des outils. Et ce qui est intéressant avec l'endobiogénie, c'est que c'est une médecine intégrative, mais qui est intégrée sur le patient. Et donc, c'est le diagnostic endobiogénique avec le projet endobiogénique que vous mettez qui va vous permettre d'aller chercher des outils qui correspondent à votre patient. Et là, vous, en tant que praticien, vous avez déjà des outils qui vous sont propres, vous êtes habitué à utiliser des outils, vous avez aussi des correspondants qui sont aptes à utiliser certains outils thérapeutiques, certaines méthodes, et vous pouvez utiliser tout cela dans le cadre d'un projet thérapeutique mis en place dans une réflexion endobiogénique. Le premier outil thérapeutique qui va aussi impliquer votre patient, ben, ce sont tous les conseils hygiéno-diététiques. Et on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, ce sont la plupart du temps des végétaux que l'on mange, ça peut être également des animaux. Si on reste simplement sur le monde végétal, vous savez donc que les plantes ont des propriétés thérapeutiques. Nous sommes dans l'alimentation, nous ne sommes pas dans des doses pharmacologiques. Néanmoins, la répétition crée l'action. Et donc, si vous avez des plantes à favoriser pour votre patient, vous avez tout intérêt à lui conseiller d'enrichir son alimentation de tel et tel légume, de tel et tel fruit, parce que ceux-ci lui sont bénéfiques, et plutôt d'éviter les autres légumes et fruits parce qu'ils ne lui sont pas bénéfiques. Après, c'est qu'une question de fréquence et ce n'est pas un repas qui pose un problème. C'est vraiment important de faire comprendre à votre patient qu'il faut mettre de la répétition dans certains aliments. Il faut aussi, dans certaines attitudes, si on met du sel, si on met du sucre, des choses comme ça, il faut maîtriser ça et montrer à votre patient que pour lui, principalement, dans sa fonctionnalité, en fonction de tout ce que vous avez déterminé précédemment, eh bien, il vaut mieux qu'il évite d'avoir tel comportement qui, en fait, ne fait que nourrir sa difficulté. Vous avez également toute l'activité de lutte contre la sédentarisation avec l'installation d'une dynamique physique ou pas, l'installation de méthodes de relaxation ou pas. Tout est accessible et va être intégré dans une volonté endobiogénique de régulation de votre patient. Votre outil thérapeutique principal en tant que prescripteur, ça va être essentiellement la plante médicinale pour nous et l'ensemble des thérapeutiques d'extraction naturelle. Pourquoi la plante médicinale principalement pour nous, qu'on va utiliser selon ce qu'on appelle la phytothérapie clinique? C'est parce que vous êtes dans une approche endobiogénique qu'il convient de supprimer la souffrance de votre patient, mais qu'il convient surtout de rééduquer son fonctionnement, son organisme pour que ces mécanismes d'autoréparation soient optimisés. Il faut donc non pas se substituer au patient, mais l'accompagner dans ces dynamiques de restauration. Et pour cela, il vous faut un outil thérapeutique qui soit physiologique et qui respecte l'individu, mais également l'environnement. La phytothérapie clinique se trouve être l'outil thérapeutique qui répond le mieux à cela. Et en plus, en fonction des niveaux de dosage que vous utiliserez, vous pouvez accéder à différents niveaux d'effets thérapeutiques. Vous avez également l'argile, qui est un élément fondamental de notre environnement. Vous avez tous les oligo-éléments, dont une partie est quand même fortement apportée par les plantes médicinales, mais parfois il est nécessaire de compléter avec certains oligo-éléments. Puis dans les thérapies d'extraction naturelle, vous avez tout ce qui concerne la crénothérapie, la thalassothérapie, le thermalisme. Tous ces soins-là vont rentrer dans votre prescription. Et bien évidemment, vous pourrez également en endobiogénie utiliser les thérapies substitutives, qu'elles soient d'ordre phytochimique ou chimique pur.
Ces thérapeutiques substitutives ne sont pas exclues du raisonnement endobiogénique, elles seront intégrées quand il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire en dernier recours, et lorsque votre organisme sera dépassé dans ses capacités d'autoréparation ou lorsque le temps nécessaire pour mettre en place cette dynamique d'autoréparation est beaucoup trop long et que la vie de votre patient est en danger. Il faut donc se substituer à son organisme avec des informations fortes. Et dans ce cadre-là, les thérapeutiques substitutives que vous connaissez bien rentrent dans la réflexion endobiogénique. Mais entre le rien faire et faire le maximum, vous voyez qu'il y a un panel de choses à faire. Et grâce à tout ce panel, vous allez très peu prescrire de thérapeutiques substitutives chez les patients que vous suivez depuis longtemps parce que, en fait, vous allez les éduquer tout au long de leur vie et vous aurez des patients qui seront en bonne santé globalement. Alors, je vais terminer sur cette diapositive qui est cet ouvrage édité chez Lavoisier, Plantes médicinales, qui est un premier ouvrage collectif qui a été rédigé par l'ensemble du collectif de médecins au sein de la CIMEPI, la Société internationale de médecine endobiogénique et de physiologie intégrative, qui a été intégré dans l'Institut et qui forme donc le comité scientifique de l'Institut. Cet ouvrage a été fait de façon bénévole et l'ensemble des auteurs, des droits d'auteur sont reversés à l'Institut pour son fonctionnement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Une petite précision, Jean-Christophe, tu as dit médecin, mais médecin et pharmacien. Hein. Médecin et pharmacien, pardon, excusez-moi. Voilà, on y est. Alors, je reprends un petit peu la main pour revenir de façon un peu plus concrète sur la formation de physiologie intégrative et de phytothérapie clinique qui concerne plus précisément le webinaire du jour. Donc, cette formation va s'adresser à un public de médecins, pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires, donc un public de prescripteurs. Et elle aura pour objectif, dans le cadre d'un premier niveau de formation, de travailler essentiellement sur le champ du neurovégétatif. Donc, l'objectif de ce niveau 1 qui va se dérouler sur 65 heures de formation à travers 3 séminaires de 3 jours en présentiel et 2 webinaires, eh bien, c'est de permettre aux praticiens, à l'issue de ce niveau, de prendre en charge les pathologies courantes sur le plan neurovégétatif en pratique quotidienne, de mettre en place cette approche systémique en cabinet et de pouvoir commencer à prescrire les plantes médicinales. À l'issue du niveau 1, l'idée, c'est que vraiment les praticiens puissent mettre en œuvre cette approche en cabinet en prenant en charge le volet symptomatique dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure, le volet drainage et le plan neurovégétatif. Cette formation, elle se déroule à Paris. Elle va débuter au mois de septembre, fin septembre 2020. On est sur un coût de 2 620 € pour l'ensemble de la formation, plus une adhésion à l'Institut, puisque nous sommes une association loi 1901 qui rend des services à ses adhérents. Donc, on est sur un tarif de 70 € l'adhésion, qui sera valable pour l'année 2020 et 2021, puisqu'on démarre la formation en fin d'année. Vous recevrez, donc il y a tous les contacts, vous retrouvez tout sur le site internet www.umpi.fr de l'Institut. Et cette formation de physiologie intégrative et phytothérapie clinique, c'est un premier niveau. Il y aura 3 niveaux. Ce premier niveau-là va vous permettre, comme je vous le disais, de mettre en pratique déjà sur le plan neurovégétatif à l'issue de la formation. Il y aura ensuite un second niveau où vous allez rentrer un peu plus dans la complexité et traiter le niveau endocrinien. Et il y aura un 3e niveau qui est en cours de construction pour des médecins déjà formés au niveau 1 et au niveau 2 et à des médecins qu'on a également avec nous qui sont déjà praticiens sur la prise en charge de pathologies plus complexes, type maladie auto-immune, diabète, cancer, etc. En termes de formation, donc l'Institut travaille en direction des prescripteurs, je viens de l'évoquer. On travaille également, on propose aujourd'hui, à partir du mois d'octobre, une formation en direction des ostéopathes et des professions paramédicales, donc qui sera plus courte que celle des prescripteurs. Il y aura 2 séminaires de 3 jours et également une formation en direction des chirurgiens dentistes, également sur 2 séminaires de 3 jours. On n'oublie pas également les personnes qui ne sont pas forcément en France et qui peuvent être intéressées par cette approche. Et on est en train de structurer également avec toute l'équipe et l'Institut de la formation en distanciel avec des webinaires d'information, des webinaires de formation également,
C'est une offre qui est en cours de construction. L'Institut est assez récent. Mais là, on va organiser par exemple très prochainement un webinaire sur les hydrolats avec un pharmacien. L'Institut d'endobiogénie, donc vous l'avez compris, c'est une association qui met en œuvre de la formation et de l'information, mais qui a pour but de créer une dynamique de réseau, une dynamique collective avec des professionnels de santé. Et pour cela, on organise également des rencontres de l'endobiogénie 2 fois par an qui permettent d'échanger, de s'informer, de continuer à se former sur certaines thématiques et puis de développer aussi, de se mettre en lien pour continuer à développer la recherche et développement. On est en train de travailler également à la structuration d'un intranet qui permettrait de pouvoir échanger en live et en temps réel sur tout un tas de sujets d'actualité. En tant qu'adhérent, une newsletter est envoyée tous les 2 mois. Et puis, nous sommes en train, d'une façon générale, de structurer cette offre de service pour créer ce collectif et ce réseau. Voilà, j'en termine pour l'Institut. Je vous propose qu'on passe, alors merci déjà effectivement à tous de votre attention. Merci à Jean-Christophe et à Reda pour vos présentations respectives. Je vois quelques questions, donc je vous propose qu'on passe sur ce volet-là. Alors, première question, je vais les prendre dans l'ordre de mon tableau. Une question de Kitry. Bonjour, est-il possible de prendre en charge des enfants avec cette approche et des personnes handicapées, personnes trisomiques et autres anomalies génétiques, et avez-vous des retours concernant ces patients plus fragiles? Alors, tout à fait. Cette approche concerne tous les patients existants et donc, bien sûr, les enfants, c'est très, très intéressant dans l'endobiogénie parce que justement, vous pouvez agir avant que des structures de terrain se figent. Et l'enfant est très malléable, donc lorsqu'il va exprimer un déséquilibre particulier et que vous allez le résoudre assez rapidement et assez simplement avec parfois juste 1 ou 2 plantes, on a parfois des résultats qui sont remarquables et on voit justement des enfants qui sont appelés à devenir allergiques, dont la fratrie ou les cousins-cousines sont très très allergiques et cet enfant qu'on a pu prendre en charge alors que les autres n'ont pas eu ce type de prise en charge vont développer une approche de l'allergie qui va s'exprimer toujours à minima, voire qui va disparaître. Parce qu'il y a des étapes dans la vie et on a tout un cours qui s'appelle la ligne de vie qui va vous montrer ces différentes étapes et les axes concernés principalement en fonction de chaque tranche d'âge. Donc les enfants, bien sûr, sont, je dirais même prioritairement, idéalement, c'est prendre un individu de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. C'est le rêve de tous les médecins. Malheureusement, c'est que nous avons une vie qui dure le même temps que nos patients, donc on ne croise que sur une partie de leur chemin. Mais non, l'endobiogénie et toute l'approche qu'on apporte avec la thérapeutique associée est fondamentale et intéressante pour les enfants. Et concernant le handicap, il y a plusieurs handicaps, effectivement, qui soient physiques ou qui soient psychiques, qui soient de façon structurelle ou post-traumatique. Eh bien, le handicap correspond à un terrain particulier qui convient de déterminer en fonction de chacun. Et là, il y a effectivement de grosses défaillances sur un secteur bien déterminé. Et nous avons des outils qui, effectivement, peuvent paraître simples et peu puissants pour certains. Or, en mettant de la réflexion, en mettant de la matière grise dans l'outil que vous allez prescrire, vous allez l'optimiser. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement confiants quant à l'avenir de la plante médicinale dans le soin, car l'optimisation de l'outil se fait surtout par la connaissance qu'on en a et surtout la connaissance du patient que l'on a face à soi. Et donc, plus vous allez optimiser cette connaissance et plus fort vous serez dans votre réactivité thérapeutique et dans la qualité de vie de votre patient. Alors, nous avons une autre question de Philippe qui nous demande si la phytothérapie clinique utilisée en endobiogénie inclut le recours à l'aromathérapie. Alors, bien évidemment, parce que l'aromathérapie est une part de la phytothérapie, c'est tout à fait prescrit. Je vais même dire que c'est dans pratiquement toutes mes ordonnances. Autre question, quelle est la durée moyenne d'une consultation en endobiogénie? Alors, chacun est maître de sa pratique et vous pouvez pratiquer de façon différente. En ce qui me concerne, une consultation en endobiogénie dure 1 heure.
avec tous les temps que je vous ai exprimés, il faut ça déjà pour entrer en confiance avec le patient, pour entrer dans le projet thérapeutique et pour décrypter le fonctionnement de votre patient. Il y a d'autres confrères qui peuvent travailler selon d'autres dynamiques en coupant la consultation en plusieurs temps et en multipliant les consultations. Ça appartient à chacun et nous sommes tous avec des personnalités différentes et nous avons tous notre savoir-faire qui nous appartient. Donc, comme on est sur quelque chose d'intégratif, tout est possible. Alors, j'ai d'autres questions de pharmaciens, visiblement. Le pharmacien, en termes juridiques, n'a pas le droit de poser un diagnostic, de faire un examen clinique et encore moins de prescrire une biologie. Ou bien peut-on être praticien en endobiogénie, consultant et être autorisé, même si pharmacien, à faire cela? Le pharmacien est à même à apporter du conseil pharmaceutique. Donc, pour apporter un bon conseil, il faut quand même qu'il ait une compréhension de la problématique du patient. Et donc, sans faire d'examen et de poser de diagnostic, il a malgré tout un diagnostic de pharmacien à poser. Donc, tout ça, c'est déterminé en fonction des règles de déontologie. Il est tout à fait possible au pharmacien de déterminer déjà s'il va choisir telle ou telle plante en conseil, tout simplement par des critères qui sont d'ordre neurovégétatif et même voire endocrinien. Donc, il n'y a aucun problème au pharmacien d'apporter un conseil pharmaceutique de haute qualité, car au-delà du simple symptomatique, il sera intégré dans le choix des plantes qui peuvent être plusieurs plantes pour le même symptôme. Eh bien, il sera que pour ce patient-là, qui se présente à l'officine et qui lui témoigne tel type de dynamique, et grâce à l'observation qu'il aura de ce patient, il sera qu'il privilégiera plutôt cette plante que l'autre parce qu'elle aura une meilleure action de drainage parce qu'il a des parotides qui sont un peu gonflés et qu'on voit qu'il est nécessaire de faire ce drainage des parotides. Il va préférer plutôt cette plante-là que cette autre-là. Il va améliorer et optimiser son conseil. Donc, il n'y a aucun problème pour les pharmaciens de rentrer dans cette approche-là. Alors, autre question, utilisez-vous la gémothérapie également? Alors, comme l'aromathérapie, la gémothérapie est une part intégrante de la phytothérapie. Ce sont des formes galéniques particulières, on va dire. Et bien sûr, la gémothérapie est fondamentale et je peux vous dire aussi que j'en prescris tous les jours. Autre question, alors je suis très heureux d'entendre pour la première fois une intégration de ce système neurovégétatif, le grand oublié de notre médecine. Alors ça, c'était plutôt une remarque. Avez-vous de bons résultats dans la prise en charge d'asthme chronique ou BPCO, tout en diminuant les thérapeutiques habituelles prescrites au long cours? Alors, je peux répondre par l'affirmative parce qu'effectivement, c'est des demandes qu'on a souvent en consultation et je peux vous certifier que ça marche bien. Alors, même le meilleur exemple que je peux vous apporter, c'est de vous inviter à aller voir la conférence TED que j'ai faite avec le système TEDx, que vous trouverez facilement sur Internet. Et l'exemple que j'y prends est une personne qui a une agénésie ciliaire et donc qui présente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui représente un tableau qui ressemble un peu à la mucoviscidose. Une personne qui est venue me voir il y a maintenant pratiquement 10 ans, à qui on allait proposer une greffe de poumon dans les 6 mois qui allaient venir, qui consommait des antibiotiques au moins 2 semaines par mois minimum. Et cette personne, depuis qu'elle est suivie en phytothérapie et en endobiogénie, elle prend moins d'une semaine par an d'antibiotiques, elle a repris la natation, elle a repris le vélo, même si elle a une petite aide maintenant avec l'oxygénation, ça fait 10 ans que ça dure. Et pour l'instant, on sursoit toujours à la pause de la prescription d'une greffe de poumon. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, majeur. Et donc, si on est capable de faire ça pour ce type de patient, on est capable de faire ça pour des pathologies qui sont bien mineures, bien plus mineures. Alors, autre question, les accès au niveau 2 et 3 sont-ils uniquement pour les médecins ou les pharmaciens peuvent-ils également poursuivre la formation au niveau plus complexe par la suite? Alors, les pharmaciens peuvent suivre, les dentistes, hein, Reda, tu peux nous le dire, les dentistes aussi peuvent suivre, bien sûr. Après, il y a l'intérêt de chacun et l'usage dans sa pratique. Mais effectivement, cette formation est scientifique et elle s'offre à tous les scientifiques qui sont responsables du soin médical. J'ai une autre question d'une étudiante en médecine qui nous dit vous proposez de former les étudiants en médecine. À partir de quelle année acceptez-vous les étudiants? Je suis en fin d'externat. Alors, on a même Maya, tu peux peut-être même répondre Ouais. en parlant des bourses que nous avons obtenues.
Nous avons une grande volonté. Vous savez que l'Institut a été créé par un collectif de scientifiques, médecins, pharmaciens, dentistes, etc., mais également par un collectif de patients. Et pour les patients, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de prescripteurs, car effectivement, nous sommes une minorité sur notre pays. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie, hein, parce que je sais qu'il y a des Tunisiens qui nous écoutent et il y a énormément de Tunisiens qui sont formés à la phytothérapie. Mais bon, en France, on a besoin de prescripteurs et donc on a posé le constat qu'il était important de pouvoir former les jeunes médecins avant même qu'ils s'installent, parce que le choix d'installation va conditionner souvent leur pratique pour plusieurs années, parce qu'ils se verrouillent, on va dire, avec des emprunts et des charges. Et donc, pour nous, il est fondamental de recruter des jeunes médecins aussi et de faire des promotions avec plusieurs tranches d'âge, on va dire, qui est aussi de l'échange entre ceux qui ont de l'expérience et ceux qui débutent dans le métier. On voit que les approches sont parfois bien différentes et que la vision des problèmes sont perçues différemment en fonction des tranches d'âge. On en a eu l'expérience. Donc, nous demandons aux jeunes médecins de terminer leurs études, et donc éventuellement surtout d'être thésés principalement. Et on va vous accueillir soit dans vos premières années avant votre installation, et peut-être, si on a un peu de place, on pourra accueillir des gens qui sont en fin de formation et qui sont en cours de thèse. Effectivement, pour rebondir sur ce qu'indique Jean-Christophe, on a effectivement la chance d'être accompagné par un fonds philanthropique suisse qui a accepté le financement de 10 bourses pour des étudiants en fin de formation, des bourses qu'on privilégie pour les médecins, puisqu'on a besoin de médecins pour soigner. J'ai entre 4 et 5 demandes par semaine aujourd'hui de patients qui souhaitent être pris en charge par un médecin formé à cette approche. Donc n'hésitez pas à candidater, nous adresser votre candidature et puis on regardera ça, vous serez recontacté à ce moment-là. Dans les autres questions, est-ce que les antécédents familiaux et surtout est-ce que le vécu de la maman lors de la grossesse a une place dans la démarche diagnostique? C'est fondamental. C'est fondamental. On n'est pas des extraterrestres qui arrivent comme ça à un moment donné. On a toute une histoire qui est notre histoire propre, mais également toute notre histoire familiale, intrafamiliale. Et effectivement, il y a la part de la génétique, la part de l'épigénétique qui est fondamentale également dans cette approche. Et effectivement, toute la dynamique de grossesse, ce qu'a pu vivre la maman pendant sa grossesse est transmis en partie au bébé. Et donc, nous arrivons avec des informations qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos ascendants. Et nous portons des charges parfois qui vont nous conditionner alors que nous ne serions pas développés de cette façon-là si nous n'avions pas eu ces charges-là. Donc, il est important de tout décrypter, effectivement. Alors, bien sûr, en une heure de consultation, on ne va pas tout faire, mais on va déjà ressentir des choses et c'est l'histoire du chemin d'accompagnement de vos patients qui vont vous permettre d'élaborer des choses et de comprendre des dynamiques. Et aussi, vous pouvez comme on est dans une vision intégrative et que vous avez un projet de soins centré et construit par la réflexion endobiogénique, vous pouvez utiliser des confrères qui ont des compétences que vous n'avez pas, qui peuvent vous accompagner dans la prise en charge de ce patient, mais vous restez le chef d'orchestre de toute cette prise en charge. Donc la génétique est importante, la psychogénéalogie est fondamentale. Voilà, si je peux répondre simplement. Alors, autre question, le projet thérapeutique en endobiogénie est-il compatible au protocole de soins oncologiques? Pas tout à fait. Tout à fait, je vous ai dit, on est parfois dans des situations où l'organisme est dépassé dans ses capacités d'autoréparation et donc il faut se substituer à lui. Donc le protocole de soins en oncologie est totalement dans ce cadre-là. Néanmoins, les traitements parfois sont lourds et difficiles à supporter par le patient. Donc déjà en endobiogénie, on peut apporter des traitements de soutien et d'accompagnement à ce protocole oncobiologique qui va, optimiser aussi l'efficacité de la thérapeutique chimique et permettre aux patients de poursuivre leur programme de chimiothérapie alors que celui-ci aurait été écourté parce qu'il y avait trop d'intolérance. Donc, on a plein de choses. Vous pouvez vous mettre à plusieurs niveaux d'accompagnement par rapport au projet de soins. Et idéalement, si vous êtes oncologue et vous rentrez dans la réflexion et que vous faites toute la formation jusqu'au niveau 3, vous aurez même la capacité peut-être de vous dire, eh bien, peut-être que pour ce patient-là, on va plutôt privilégier ce protocole de chimio plutôt que celui-là et vous aurez des arguments pour l'argumenter en réunion scientifique de décision thérapeutique.
Alors, autre question, comment conseillez-vous vos patients pour qu'ils se fournissent en teinture mère, en EPS, car toutes les pharmacies ne proposent pas ce choix? N'est-il pas difficile avec la législation actuelle de proposer ces solutions thérapeutiques? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il ne faut pas oublier qu'en France, tous les pharmaciens ont un monopole et que vous êtes médecin et que vous faites une ordonnance. Donc, vous ordonnez au pharmacien de délivrer votre prescription. Donc, le pharmacien doit vous délivrer au patient ce que vous avez prescrit. Donc, il n'a pas à ne pas délivrer. Et s'il ne sait pas faire, il n'a qu'à contacter des confrères qui font de la préparation magistrale, par exemple, et qui peuvent faire de la prestation pour eux. Donc ça, c'est le domaine du pharmacien. Je ne suis pas pharmacien, il y en aurait un aujourd'hui, il vous expliquerait ça. Mais les teintures mères, enfin les plantes, tout ce que je prescris est vendu par le pharmacien. Donc le pharmacien doit être capable de le trouver. Il y a des laboratoires qui produisent et qui sont homologués pour être vendus en pharmacie. Donc ça, c'est fondamental. Après, effectivement, on a quelques difficultés parce qu'on a des plantes qui ne sont plus produites et mises à disposition. Donc, on perd quelques outils thérapeutiques. Tout ça parce qu'on n'est pas nombreux non plus à prescrire. Donc, plus nous serons nombreux et plus il y aura un marché suffisant pour que l'industrie productrice de plantes en niveau pharmaceutique puisse suivre nos prescriptions. Donc ça, c'est une question d'offre et de demande et c'est problème de loi de marché. Néanmoins, vous avez déjà accès à beaucoup de tisanes, vous avez accès à beaucoup de teintures mères, vous avez accès à des extraits fluides, vous avez accès à des extraits de plantes standardisées, vous avez accès à des nébulisations, vous avez accès à des microsphères, vous avez accès quand même à un panel de plantes et de formes galéniques différentes qui vous permettent de traiter vos patients, quel que soit leur âge. Alors, encore une autre question. Je vous remercie pour cette formation. La formation des pharmaciens comporte-t-elle un volet de préparation galénique et d'aromathérapie? Ou est-elle basée plus sur la clinique? Alors, c'est une bonne question. Et effectivement, jusqu'à présent, les pharmaciens sont toujours plaints un peu d'être la cinquième roue du carrosse dans l'histoire. Or, ils sont fondamentaux parce que c'est eux qui sont garants de la qualité du produit et aussi du suivi des patients parce que si on fait une prescription avec un renouvellement sur 4 ou 5 mois pour un traitement de fond, le pharmacien verra le patient tous les mois et donc s'il n'a pas la compétence de la compréhension de l'ordonnance, il va perdre du savoir, on va dire. Alors que s'il a la compétence pour comprendre ce que le médecin a voulu prescrire et dans quel projet il va pouvoir également accompagner le patient dans ce suivi-là. Donc, les pharmaciens, effectivement, on est en train de travailler et ça, c'est ce qui va apparaître dans cette formation nouvelle, c'est qu'on va mettre en place des dynamiques centrées sur le pharmacien pour améliorer sa capacité de conseil à l'officine, comprendre comment trouver les réseaux qui permettent de fournir des plantes de qualité pharmaceutique et mettre en place les dynamiques de préparation magistrale et de galénique. Mais moi, en tant que médecin, je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre à cela, mais nous avons toute une équipe de pharmaciens qui travaillent avec nous et qui sont dans l'enseignement. Autre question, est-ce que l'approche homéopathique a une place dans votre approche endobiogénique? Alors totalement, puisque l'homéopathie est un outil thérapeutique et si vous avez des compétences en homéopathie, vous pourrez modifier votre diagnostic purement homéopathe pour y mettre une dynamique endobiogénique et vous verrez que vous allez avoir des choix thérapeutiques qui vont changer. Dr Christian Durafour, donc, qui est à l'origine de cette réflexion, prescrivait beaucoup d'homéopathie. À même niveau, si vous êtes acupuncteur, vous allez pouvoir modifier certains choix de points d'acupuncture en fonction du complément que vous apportera la réflexion endobiogénique. Si vous êtes psychiatre avec certaines méthodes de travail, vous pourrez également modifier ou choisir telle ou telle méthode avec des critères endobiogéniques et vous verrez que ça va modifier votre activité du quotidien et que ça doit optimiser vos résultats thérapeutiques. Alors, le temps passe, je vous propose qu'on prenne peut-être 3 dernières questions. Alors, gynécologue en fonction libérale, qu'est-ce qui peut remplacer le traitement hormonal substitutif en ménopause et préménopause?
Et ben là, on est face à tout un cours hein, qui peut vous prendre facilement 2 à 3 jours. Donc, je ne vais pas répondre comme ça en donnant une recette. Mais déjà, on va sortir de la logique du substitutif. Et sachant que très très peu de femmes en fait nécessitent un traitement hormonal substitutif pour des raisons purement physiologiques, beaucoup moins que tous les pharmaciens globalement ont la capacité de délivrer de la plante médicinale puisqu'ils sont détenteurs du diplôme d'herboriste. Après, tous les pharmaciens qui se forment avec nous ont cette capacité de compréhension de l'endobiogénie. Donc, il y a autant de pharmacies qu'il y a de confrères formés à l'endobiogénie qui peuvent répondre à cette question. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Reda, Jean-Christophe, pour vos interventions. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, vous recevrez un mail de suivi avec la possibilité de revoir ce webinaire en podcast. On vous adressera également, pour ceux que cela peut intéresser, puisque j'ai plusieurs remarques en ce sens, un petit document synthétique qui vous permettra d'avoir les liens pour vous préinscrire sur l'enseignement, télécharger le programme, avoir une présentation de l'équipe de formation et toutes les informations liées à la modalité de la formation. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur de futurs webinaires. Merci à tous et puis écoutez, bonne suite de journée. À très bientôt, j'espère.